intervention, elle va durer 1 heure et il y aura un temps, bien sûr, à la fin pour vos questions et apporter des réponses. Vous avez déjà participé à des webinaires, donc vous avez aussi des petites mains levées là-bas au fond. Vous pouvez poser vos questions. Sur cette intervention, j'ai la chance d'avoir Cécile, qui est expérimentée et qui m'a dit eh bien, de mener un petit peu la conférence, l'intervention. Et puis, comme l'a souligné Bernard Perrier, Pauline a maîtrisé de main de maître tout ce qui était l'organisationnel. Donc, que ce soit Cécile ou Pauline, elles n'hésiteront pas à intervenir si besoin. Alors, je dirais que ce que vous allez entendre, c'est pas une parole de Bible. Pour ma part, je dirais que c'est grâce à vos rencontres, que il y a des idées, des bonnes idées un peu de partout. Et c'est cette richesse, cette synergie qui fait qu'à un moment donné, on se dit, tiens, il y a tel support qui pourrait être pertinent, soit pour raviver un petit peu les consciences, c'est-à-dire qu'il y a eu une belle idée, une bonne idée autrefois, et peut-être qu'on peut y réfléchir, et que dans certains clubs, il y a des choses qui se sont passées et qui peuvent nous inspirer. Alors, vous voyez au niveau du sommaire qu'il y aura 11 points. Le premier, c'est le développement de la pratique sportive et compétitive. Donc, il y a eu une intervention avec Benjamin Néglé récemment. Je vous invite à aller voir l'enregistrement si nécessaire. On en dira un petit mot quand même. Il y a la diversification des sources de revenus dans un club auquel il faut penser. Il y a ensuite le développement territorial et les partenaires, les partenariats. Il y a la recherche des subventions publiques. Certains sont très, je dirais, efficaces pour aller en chercher, mais il faut savoir qu'il y a une multitude de niches possibles. On en évoquera quelques-unes. Il y a aussi développer les partenariats privés. C'est très peu pratiqué dans notre fédération. On donnera quand même un exemple avec la fédération, un exemple avec un club. Peut-être que ça vous inspirera. Améliorer, bien sûr, la gestion financière en interne. Donc, il y a peut-être des spécialistes dans chaque club, hein. Vous savez que dans les clubs, les gens viennent de tout horizon et il faut savoir utiliser leurs compétences et les mettre au service de notre discipline. Développement humain et institutionnel, on abordera également. Valoriser le club et son image. Trop souvent, on est, je dirais, le nez dans le guidon, et moi-même aussi, quand je suis, par exemple, sur une structure en tant que directeur, et on oublie parfois l'essentiel, c'est que le rôle du président ou d'un directeur, c'est d'être justement dans la communication avec des élus ou des journalistes. Le développement également ensuite durable et les responsabilités environnementales et la sécurité. Notre fédération le fait très bien. En tous les cas, il est certain que de plus en plus nos institutionnels mettront l'accent sur le développement durable et les enjeux environnementaux. Et on sait que nos aérodromes sont des biens précieux, c'est-à-dire qu'il y a des niches écologiques tout autour qu'on peut valoriser. Créer des projets structurants à forte valeur ajoutée. Moi, je vous en évoquerai un que j'ai pu mener depuis 1 an. Il faut savoir le faire partager et puis ça peut, je dirais, être une accroche, une amorce. Et enfin, utiliser le financement participatif. On parlera du crowdfunding. Alors, si tout le monde a bien entendu, alors c'est vrai que la présentation là, du point numéro un, il y a beaucoup d'écrits. Je l'ai voulu ainsi parce que ceux qui ne participeront pas auront en tous les cas pas mal d'informations, au moins l'essentiel. Alors, développement de la pratique sportive et compétitive, l'objectif c'est augmenter le nombre de pratiquants et surtout le niveau de performance des pilotes. Alors, augmenter le nombre de pratiquants, ça on sait assez bien le faire, enfin,
Par contre, il faut aussi savoir, une fois qu'on a recruté, fidéliser et répondre aux attentes de nos pratiquants. Si on n'est pas à l'écoute, on les perd. Il y a une enquête qui a été menée il y a à peu près, je dirais, 7-8 ans et qui montrait que 75% des gens y partent. Il y a différentes raisons. En tous les cas, je pense que le compagnonnage, le fait de bien faire le travail, c'est une clé pour leur permettre de rester. Et puis, on a tout un panel de licences qui peuvent permettre aux gens, malgré tout, de maintenir le contact. Je pense à la licence 6 jours. Ben, plutôt qu'une personne l'arrête, elle peut rester 6 jours. Alors, promotion du sport, vous voyez que ben, campagne territoriale de communication, il faut aller sur le terrain, il faut être présent dans les salons, dans les lycées également, emmener un planeur. Je sais qu'il y a certains clubs qui le font très bien. Et il faut également mettre des partenariats avec les médias locaux. Euh, alors ensuite, le point numéro 2, c'est facilitation donc de l'accès et organisation donc d'événements. Alors ça peut être des journées découvertes de l'aérodrome. On peut s'appuyer sur les licences, hein, licence 3 jours tout simplement. Il y a la nouvelle licence là qui a été mise en place. Ensuite, il y a des tarifs jeunes. Et j'ai envie de dire, n'hésitez pas à innover avec des tarifs, pourquoi pas famille. Euh, Ça, c'est à vous, hein, bien sûr, de le décider. Ensuite, eh bien, dans l'organisation d'événements, certains clubs ont un peu plus de force, un peu plus de muscles, je dirais, un peu plus de ressources et peuvent ainsi organiser des championnats, si c'est pas de France, des championnats régionaux. Vous avez les planeurs académies. Et puis, ben, une simple rencontre amicale. Et c'est ce que disait Benjamin Néglé lorsqu'on a présenté le support l'année dernière, donc au mois de novembre, sur toute la partie sportive et compétitive. Euh, des petits triangles de 100 km, ça donne cette dynamique sportive. Et c'est ça qui peut peut-être faire avancer les choses. Moi, je vous ai marqué également brocante aéronautique. Ça peut être humoristique, mais en tous les cas, votre terrain. Moi, j'ai vu dans des terrains comme le Puy-en-Velay, là, je vois qu'il y a Bernard Perrier, des courses de dragster. J'ai vu, voilà, ça peut être un lieu où on peut le penser différemment, de regarder sous un autre prisme. Alors, bien sûr, c'est des contraintes, hein. Bien sûr, c'est aussi 2 journées où on va peut-être pas avoir l'activité, mais comme on tourne pas 365 jours dans l'année, il y a peut-être des pistes. Alors ensuite, si on parle de la structuration du réseau de clubs, donc la structuration du réseau d'un club sportif, elle consiste à organiser, à développer, à coordonner l'ensemble des personnes, des partenaires et des acteurs qui gravitent autour du club. Et cela afin d'améliorer le fonctionnement, la visibilité du club et la performance. Et c'est pas forcément un seul homme qui va devoir faire cela. Souvent, les présidents ben, prennent tout. Alors, il faut vous le savez, la clé c'est de déléguer. Et ensuite, le problème c'est qu'il faut pouvoir s'appuyer sur une bonne personne et qui assumera ses responsabilités et en mesurera les enjeux. Donc, mise en place d'un organigramme clair dans un club, c'est important. Création de groupes de travail aussi, ça évite des frustrations parce qu'au moins toutes les idées sont exprimées. Vous avez la technique du métaplan. C'est une technique simple avec des post-it. Chacun met son idée, on la colle sur le mur, sur le tableau, et ensuite on va dire eh ben, comment on va mettre tout ça en musique. Les outils de communication, bien sûr, ils sont modernes. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très bon là-dedans, mais on a des jeunes dans nos clubs qui peuvent, à ce moment-là, nous aider et pour mettre les groupes WhatsApp et autres. Donc, développement de partenariats durables, bien sûr, et coordination avec les institutions sportives locales. Il est clair que nous avons toute une
je dirais, entre la commune, la communauté de communes, les pays, le département, la région et l'État et l'Europe, vous voyez qu'il y a des échelons et en tous les cas, la dimension, en fonction du dimensionnement que l'on a, en fonction si on est un comité départemental ou un comité régional, eh bien, on a un interlocuteur spécifique et il y a bien évidemment des cas techniques, on va dire, qui sont en charge de certains domaines spécifiques. Enfin, ben, détection et formation des talents. Donc, moi, je vous dis que aujourd'hui, j'observe que dans certains clubs, il y a des cadors, il y a des champions, et ça représente une dizaine de clubs en France. Or, on est pas loin de 160 clubs. Ça veut dire que vous avez des pépites dans votre club et que elles ne montent pas et elles ne vont pas jusqu'au pôle, jusqu'à Saint-Auban. Donc, n'hésitez pas à faire ces animations sportives dont j'ai parlé tout à l'heure. N'oubliez pas qu'il y a des planeurs académies, ça veut dire que à l'échelle d'une région ou d'une interrégion, vous avez la possibilité de peut-être propulser une personne qui demain, parce qu'elle sera passionnée du planeur, sera le futur président dans 10 ans ou 20 ans, mettra cette dynamique sportive chez vous. Enfin voilà, il faut y aller. Euh, ben, on va passer à la diapo suivante. Cécile, tu n'hésites pas à intervenir si besoin. Alors, la deuxième partie, c'est diversifier les sources de revenus. Donc, l'objectif, c'est de ne pas dépendre uniquement des cotisations et de l'activité propre à vos adhérents. Pour le moment, c'est souvent le cas, hein. L'adhérent paye sa cotisation, voilà. Bon. Alors, ce qui est connu et pratiqué dans beaucoup de clubs, c'est des stages découvertes ou des baptêmes de l'air payant. Ben, proposer des vols d'initiation ouverts au grand public. Exemple, ben, moi je vous ai marqué découverte du vol libre pour 50 euros le tour de piste. Et ça peut nous faire rigoler certains, mais moi un jour j'étais avec Daniel Badarou à Saint-Crépin, et puis on était embêtés parce qu'il y avait la mauvaise météo. Les gens, on leur a fait faire qu'un tour de piste avec une treuillée, et ils avaient la banane. Eh ben écoutez, il y a des moments, il faut justement écouter, regarder, observer et se dire que ça peut être aussi une solution. Et puis, bien évidemment, un vol, chacun a son tarif. Moi, je vous ai mis 125 euros pour un vol un peu plus long, sachant qu'il y a aussi un cadre réglementaire. Souvent, on fait une petite demi-heure. Et puis, d'autres vont aller un peu plus loin en proposant des vols des longs vols. Et à ce moment-là, on utilise la licence découverte et la personne, elle est un peu plus couverte, on va dire. C'est plus ce n'est plus qu'un vol d'initiation, mais cette fois-ci un vol comme si c'était un adhérent. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une forte rentabilité et une visibilité parce que souvent c'est des gens qui vont s'inscrire derrière et devenir des futurs pilotes. Alors dans beaucoup de clubs vous le faites très bien. Il y a des formations de jeunes, le BIA. Vous pouvez aussi faire des actions dans les zones rurales revitalisées, les ZRR. Vous pouvez faire aussi des actions avec les QVP, hein, les zones en périphérie, quartier nord de Marseille. Nous, par exemple, c'est ce que l'on fait. Ça peut être des stages bloqués qui sont en dehors des périodes phares où on a beaucoup de monde. Et puis vous avez tous les autres types de stages avec les publics cibles où il y a les politiques publiques qui sont importantes, qui aident pour faire cela. Alors, on n'est pas obligé de tout faire, mais on peut se spécialiser, je dirais, dans un domaine. Alors ça peut être le handi, vous voyez, ça peut être les féminines, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, les seniors. On peut innover, même s'il n'y a pas forcément des financements. Alors, vous voyez qu'il y a aussi les actions Léo Lagrange qui font partie d'un autre dispositif que la Fédé a mis en place, mais il ne faut pas se priver. Vous pouvez très bien travailler avec un établissement qu'on appelle les ASE. Nous, je sais qu'il y en a un qui est la bergerie de Faucon du père Guy Gilbert. Eh bien, voilà, on peut trouver un établissement de proximité, pas loin de son club, qui a du sens. N'oublions pas que les élus, ce qu'ils vont regarder, c'est qu'il y ait la dimension, certes éducative avec l'établissement, mais aussi territoriale et ce que l'on fait d'un point de vue social et sociétal.
Pouvoir développer donc ce type d'offre, eh ben, vous avez l'ANS, l'Agence nationale du sport. Cécile n'hésitera pas à intervenir si nécessaire. Vous avez également le FDVA, ben, le Fonds de développement à la vie associative. Moi, je sais que par exemple, sur le club de Barcelone, on en a demandé deux. On a eu 7 500 € au total sur les 2 ans. Donc attention, c'est de l'argent public et 1 € d'argent public, eh bien, on doit, si on doit aller jusqu'au bout, je dirais, hein, c'est-à-dire qu'il soit investi comme prévu, voilà, parce que c'est un lien de confiance. Donc, si vous allez chercher des dossiers comme ça, voilà, et qu'il y ait de la pertinence. Ensuite, formation certifiante. Ben, Attends, certains, peut-être Jean-Philippe, je fais un petit complément. Je l'ai mis dans le chat là. QPV, c'est quartier politique de la ville. Vous avez entendu parler hein, de nos actions Léo Lagrange. Il n'y a pas d'association Léo Lagrange dans toutes nos régions où on n'est pas forcément en lien direct avec eux, où ils ne nous sollicitent pas. Mais par contre, tout le dispositif Léo Lagrange, Léo Planeur, pardon, il est utilisable avec toutes les associations qui prennent contact avec vous et qui viennent avec des groupes de jeunes encadrés. Dans la mesure où les jeunes sont encadrés, les aides qui seront apportées dans le cadre de Léo Planeur peuvent être apportées aussi pour des associations de quartier. Voilà ça d'un côté. Concernant l'ANS, vous aurez des webinaires qui vous expliciteront très finement comment faire les demandes de subvention ANS, sachant que en timing, c'est en général pour le printemps, même si cette année, on est encore dans un gros questionnement puisque le budget n'a pas encore été voté, comme vous le savez. Et puis, le Fonds de développement de la vie associative, là, je vous demande d'être très, 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 très attentif dans vos départements. N'hésitez pas à taper FDVA 2, numéro 2, euh, plus le nom de votre département pour voir si les campagnes ont démarré. Je sais que Georges était en réunion sur le FDVA cet après-midi, il m'avait mis un petit mot. C'est pour ça que j'ai pas réagi parce que je me suis dit, il va nous en parler ce soir. J'ai vu qu'il a ouvert son micro. Georges, c'est à toi. Merci, merci Cécile. Je me suis aperçu que c'était en définitive une réutilisation de la réserve parlementaire. Oui, C'est-à-dire que ce dispositif, les parlementaires avaient avant de l'argent à distribuer au hasard, à la tête du client, et que maintenant c'est plus organisé à travers le FDVA. Bon. Mais je me suis aussi aperçu que ça concernait, chez moi, des petites associations qui sont vraiment, j'ai pas l'impression, il faut que je continue à creuser, mais que ça, des projets comme à Barcelone à 7 000 € en 2 ans, j'ai pas l'impression que ça soit véritablement dans le Nord. la politique locale. Voilà, Ouais, c'est la première impression que j'ai eue, mais je vais ouais. continuer à creuser. Ouais. Alors sur ce sujet du Fonds de développement de la vie associative, soyez très attentifs parce que chaque département a un timing qui peut être différent. On a des départements où on a les dossiers qui sont à rendre pour mi-janvier et on en a d'autres où ça court jusqu'à fin mars. Donc soyez attentifs. Je reprécise, il s'agit bien du FDVA 2 qui finance des projets innovants ou le fonctionnement d'une association. Donc, si vous avez un souci de compréhension de ce qui se passe dans votre département, vous n'hésiterez pas à revenir vers moi directement. J'ai tellement l'habitude de lire ces documents-là que je saurai vous orienter ou on trouvera le nom du collègue en service départemental qui gère l'histoire dans votre département et on détricotera tout ça. À toi, Jean-Philippe. alors, ben, si je continue, on était sur les formations certifiantes. Donc, certains d'entre vous sont des formateurs de formateurs. Ils font partie, cette fois-ci, non pas d'une DTO, mais de l'ATO du CNVV avec ses satellites. Et vous savez que, ben, en effet, la formation des cadres, c'est un moyen, si jamais vous avez des professionnels, mais pas que, de faire une activité en dehors des périodes phares et notamment nous avons besoin de beaucoup de moniteurs et de moniteurs actifs. Voilà. Donc pour moi,
le meilleur des moniteurs, c'est un jeune retraité qui a cœur de vouloir occuper son temps et de transmettre, de redonner au mouvement ce que le mouvement lui avait donné autrefois. Vous avez aussi les formations ULM avion également pour devenir par exemple pilote remorqueur, qui là aussi sont souvent, nous avons des jeunes pilotes de ligne qui ils sont obligés d'attendre et souhaiteraient éventuellement passer une formation. Donc voilà, tout ça c'est des activités annexes hein, puisqu'on était dans la diversification des sources de revenus. Ensuite, en dessous, j'ai marqué des événements tels que voilà, festival, journée avec des entrées libres, des restaurations, vente de t-shirts ou casquettes ou autres. Je vous avais tout à l'heure évoqué brocante, mais ça peut être cinéma en plein air. Moi, j'ai eu une proposition de cinéma en plein air de la part de l'Office de tourisme de Barcelone. Voilà. Ça peut être aussi un meeting avec de l'aéromodélisme. Enfin, voilà. Alors, on va continuer. Il y a eu l'expérience aussi au CNVP l'année dernière. C'est Pauline qui va plus en parler que moi, du marché. Pauline? Oui, à l'occasion du Grand Prix, on a fait venir des artisans locaux pour tenir un petit marché local. Donc, il a été très apprécié et ça a été vraiment une bonne opération. Voilà, donc, Petit point de détail, en général, ce sont les propriétaires gestionnaires des aérodromes qui ramassent la mise, hein. C'est pas les clubs. alors ça va dépendre de la DSP ou si c'est un affermage ou alors c'est vrai que chaque club est ou une AOT, donc ça va dépendre de quel est le contrat contractuel qui a été passé. Mais je suis d'accord avec toi que il peut y avoir cet élément-là. Ouais, c'est un point de vigilance, tu as raison. Hmm. Alors, développement territorial et partenariat. Donc, l'objectif, c'est d'ancrer le sport donc, dans les territoires, renforcer les coopérations. Donc, il est important de travailler avec les collectivités locales, de ne pas rester dans son club. Il y a des appuis sur le développement qui peuvent être apportés sur le site de vol, des infrastructures. Moi, je sais quand j'ai pris modestement mes fonctions, là, il y a à peu près un an et demi sur une plateforme, ça a été la première chose, d'aller voir les élus, de leur demander qu'est-ce qu'ils attendaient de l'aérodrome, quelle était leur vision, je dirais, à moyen et à long terme. Et aujourd'hui, ça, c'est en train de se traduire par des investissements à la hauteur de voilà, d'une enquête qui est à peu près de 80 000 euros. Et puis derrière, ils ont vraiment des perspectives. Développement des filières touristiques, ben là aussi, vous avez des offices de tourisme. Bon, si je prends l'exemple de Saint-Crépin, bon, ben, on a le parc des Écrins, côté de Barcelone, on a le parc de la Vanoise, excusez-moi, le parc du Mercantour. Donc, il y a pas très loin du Diois, où vous avez le Vercors. Donc ça veut dire que là aussi, il faut échanger avec... on est tous très interdépendants. Donc quand on parle du tourisme, quelqu'un peut venir faire du planeur. Je prends l'exemple du club où je suis. Les sports d'hiver s'arrêtent fin mars. Et au mois d'avril, vous avez 120 pilotes qui viennent. Et chaque pilote, eh ben, c'est des chambres d'hôtes, c'est des restaurants, voilà. Enfin, il y a le soutien aux zones rurales, donc comme levier d'attractivité de l'économie locale. Je vous prendrai un autre club, c'est le club de la Motte du Caire, c'est un petit club. Et ben, c'est 150 pilotes et le petit village de la Motte du Caire, il est absolument pas connu. Et ben, je peux vous dire que le maire et les commerçants euh, tout l'impact économique que cela représente. Pour vous donner quelques chiffres, bon, c'est vrai que la région sud est un peu particulière par rapport à d'autres régions. C'est 33 millions d'euros à peu près injectés dans l'économie locale et parfois un bon million d'euros pour certains centres comme Sisteron. Voilà, donc c'est pas négligeable. Il y a des instances dans lesquelles vous pouvez rentrer si ces instances existent dans vos départements. Ce sont les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires.
qui ont été mis en place il y a maintenant un grand nombre d'années et qui visent à agréger en fait l'ensemble des acteurs des sports de nature sur un département de façon à préserver les espaces de pratique. Alors, ça permet effectivement de mettre en avant les pratiques aéronautiques qui souvent sont peu représentées dans ces instances. Mais du coup, ça vous permet d'être en lien avec les décideurs du conseil départemental et d'autres instances comme le GDOS. Tout à l'heure, on parlait aussi des formations. N'oubliez pas que vous avez des formations qui sont organisées par les comités départementaux olympiques et sportifs, qui sont qui sont souvent des appuis au bénévolat qui peuvent être extrêmement intéressants avec des propositions de découverte de certains outils de gestion associative qui sont très pertinents. Voilà, je vous mets le nom du GDESI dans le chat. Voilà, donc la CDESI avec les plans départementaux des sites itinérants. Euh, je sais que c'est assez facile de le faire quand il y a, dans un département parce qu'il y a deux, trois clubs seulement, parfois un, et c'est plus difficile quand il y a de l'escalade. L'idée, c'est d'avoir une cartographie de tous les sports et bon, moi je sais qu'en Haute-Loire, il y avait eu un petit pas loin de 10 000 euros, que le club de Seine-les-Alpes a obtenu pour Saga, le club Saga, 10 000 euros également pour l'aménagement un petit peu de la piste. Donc voilà, sachez que oui, comme a dit Cécile, c'était aussi une piste. Alors, les recherches de subventions publiques, donc capter les aides disponibles au niveau local, régional ou national et même européen. Euh, il y avait des fonds de la Datar autrefois. Je crois que Noël Bravo avait monté avec d'autres un plan au niveau au niveau des Pyrénées. Il y avait eu le RACA, il y avait différents dispositifs. Donc c'est un dispositif, je crois, qui était transfrontalier. C'était exactement ça le nom. Alors, collectivités territoriales, vous avez les mairies, les communautés de communes, les départements, les régions, et donc en fonction de si vous êtes un département, si vous êtes un comité départemental ou un comité régional ou enfin un simple club, sachez que vous pouvez vous adresser. Si c'est du fonctionnement, par contre, quand c'est de l'investissement, il ne faut pas hésiter à demander également euh, à la région. C'est-à-dire que même si vous êtes un club, la région, le département vont pouvoir intervenir également. On a Alors parlé. là, Vas-y. pardon. Là, de la même manière, à chaque fois, commencez par, j'ai envie de dire, fouiller, plonger dans les sites internet de vos départements, de vos conseils régionaux, de vos conseils départementaux et même de vos communes, allez lire qu'est-ce qui va où, des comptes rendus de réunions de mairie parfois vous apprennent que l'association machin a réussi à obtenir une subvention de temps, etc. Ça vous donnera des arguments. Quand vous plongez dans les onglets des aides financières des départements ou des régions, il ne faut pas seulement fouiller dans association ou dans sport, il faut aussi fouiller dans éducation parce que vos projets BIA peuvent aussi être financés dans ce cadre-là. Il ne faut pas hésiter à fouiller dans environnement parce que de la même manière, là, vous avez un levier possible. Euh, et là aussi, si vous avez besoin d'une formation un peu particulière avec le prisme de votre club, moi je suis encore là jusqu'en septembre. Je peux passer une demi-journée à fouiller avec vous dans vos sites, dans les sites internet qui concernent votre environnement propre, hein. Parce que des subventions et les aides locales, vous les obtiendrez en partant de chez vous et non pas comme on le fait pour l'ANS, hein, avec un dispositif qui, quelque part, est lancé via la fédération et pour lequel, quelque part, on essaye de vous mâcher le travail autant qu'on peut pour que vos projets correspondent aux actions éligibles. Là, les actions éligibles sur vos régions et dans vos environnements propres, elles sont très, très diverses. Donc, il faut trouver le bon fil à tirer
pour réussir à obtenir des subventions. Sur les collectivités territoriales, vraiment, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec le cadre technique qui s'occupe du champ du sport, sachant que on est dans une clause de compétence générale et non pas spécifique. Ça veut dire que le département a son référent sportif et que la région a son référent également. Euh, euh, je vous prends un exemple sur l'emploi. Vous avez, comme l'a dit Cécile, en fonction de la sensibilité des élus, des dispositifs qui peuvent surprendre. J'ai vu une région. Vous voulez créer un emploi, vous avez le droit, par exemple, à un plan. C'était les anciens plans sport-emploi, aidés à la hauteur de près de 35 000 euros. Ils existent toujours, mais qui peuvent être cumulables avec des PRE, plan régional à l'emploi. Et cette fois-ci, c'est la région. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 35 000, vous pouvez avoir 70 000 euros sur un poste, qui peuvent être Sur c'est des aides 3 ans. voilà, sur des aides dégressives de 3 à 4 ans, mais rien ne vous empêche, vous, de le mettre en dotation provision et de le lisser sur 7 ans, éventuellement. Parce que Un autre exemple, moi j'ai vu un club s'intéresser à une mairie qui offrait le financement du permis de conduire à ces jeunes et qui s'est dit, bon, mais après tout, financement du permis de conduire ou financement de la formation de pilote de planeur, on va essayer de négocier ça. Et ça a été fait. Donc il y a peut-être des fils, et quand on dit qu'il y a plusieurs fils à tirer, il y en a vraiment plusieurs. je prendrai l'autre exemple quand la Fédé a organisé un stage pour les jeunes réunionnais. Le lycée, via les fonds de la région, c'était 18 000 euros. Le lycée a mis 10 000 euros de fonds perso sur sa dotation et 8 000 euros qu'a mis la région parce que c'est elle qui a la clause de compétence des lycées. Et ça s'est fait en un claquement de doigts. Enfin, je veux dire, Tina y a œuvré, le chef d'établissement aussi, mais preuve qu'il y a des pistes. Alors ensuite, l'État, Agence nationale du sport, Cécile, tout à l'heure en a parlé, donc je ne vais pas y revenir, le FDVA également. La fédération, vous Sur savez qu'elle l'État, a des appels à je projets, peux ça apporter veut dire que, ben, juste un complément sur l'État. Il y a écrit égalité. Il y a aussi des crédits dans toutes les régions qui sont portés par la déléguée aux droits des femmes et des familles et qui peut permettre effectivement de faire découvrir la pratique du planeur à des groupes de femmes. Alors, pas forcément des femmes qui sont en grande difficulté et qui sont prises en charge par les associations d'aide aux femmes victimes de violences, mais aussi des, des, euh, des groupes de femmes entrepreneuses. Voilà, les délégués aux droits des femmes et des familles ont en général une vraie connaissance de tous les réseaux féminins. Donc il y a peut-être là aussi des pistes qu'il faut trouver. alors, j'ai terminé sur les projets européens, mais comme j'en avais parlé un petit peu au début, je ne vais pas aller plus loin, hein, les fonds du FEDER et autres. En tous les cas, ce qui est important, c'est déjà de se regrouper au niveau du club ou du comité départemental ou régional, de faire un véritable plan de développement, un plan pluriannuel d'objectifs de développement, par exemple sur 4 ans, sur une Olympiade. Et à ce moment-là, ce dossier type argumenté va vous servir pour tous les dossiers. Voilà. Et dans ce plan, ben, vous avez des micro-actions. Voilà. Et c'est ça qui fait que ben, vous allez aller à la communauté de communes pour aller chercher des fonds pour cette micro-action qui peut être l'aide aux jeunes, comme l'a dit Cécile, d'avoir un ou deux jeunes méritants du secteur et dans l'état d'esprit qui est l'accessibilité, qui est la rupture avec le fait social, permettre à des jeunes dont la condition sociale ne les prédispose pas ben, d'avancer. Alors, le point 5, c'est développer les partenariats privés. Je crois, et Cécile, tu me le diras, il me semble que la Fédé a à peu près 100 000 euros de mécénat, quelque chose comme ça. Je ne connais pas le chiffre, mais je sais qu'il est exponentiel, effectivement, entre autres avec des gros contrats qui ont été signés cet été et en particulier à destination du volet haute performance de la fédération. Euh, Alors, c'est une moi, activité.
Ouais. Moi, je vais vous Ouais. prendre dans tous les cas un exemple assez concret. Sur Barcelone, on avait les élus qui se prononçaient pas. On voulait lancer un projet avec le chef d'établissement pour emmener les jeunes seconde, première et terminale. Et quand ils partaient avec le bac, ils partaient aussi avec un diplôme d'instructeur. Ils avaient 300 heures, etc. Bon. Alors, on a été chercher du mécénat. On a trouvé, je dirais, 4-5 personnes et on a récupéré 22 000 euros. Ces 22 000 euros, ils sont acquis, je dirais, chaque année. Ça va nous faire 66 000 euros. J'ai pas été plus loin. Je sais que là, on va aussi aller voir les banques. Je vous prendrai l'exemple de le club de Aspe qui a obtenu 17 500 euros du Crédit Agricole Régional. Dans le cadre du projet des Réunionnais, pareil, c'était des petites entreprises. Voilà, il y a des règles bien sûr spécifiques pour ça. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à demander aux gens qui sont dans le club, hein. Vous avez le droit de faire des dons associatifs. La Fédé est reconnue d'utilité publique. Les comités régionaux sont des organismes déconcentrés, c'est la même chose. Après, on est plus d'intérêt général. Donc là, il suffit d'aller au centre des impôts et faire le point. Donc le mécénat d'entreprise qui est important. Et puis vous avez également les partenariats en termes de médias à pas oublier. Alors je vous ai fait une petite diapo juste après. Je crois que Philippe a levé la main. Vas-y, Philippe. Oui, alors là, c'était sur la diapo d'avant, tu as parlé de PRE, mais j'ai pas eu le temps de noter, c'est plan régional pour l'emploi, c'est ça? Alors tout à l'heure, oui, c'était pas noté, mais si, il m'est arrivé d'avoir un petit peu de temps l'année dernière et j'ai regardé tout ce qu'il existait au niveau des aides pour l'emploi. Et j'ai vu qu'il y a des régions, ça dépend de la sensibilité, souvent c'est des sensibilités de gauche, mais bon, il n'y a pas que. Et ils ont des plans spécifiques. Et moi, si je te prends mon exemple concret, quand René Richard m'a embauché en 2010, c'était Monsieur Vauzel qui était aux affaires et ils avaient un plan régional à l'emploi de 35 000 euros cumulable avec l'ancien PSE. Et ça a permis, lors de mon embauche, qu'il récupère 70 000 euros sur mon poste, mais également sur le poste de Rémi Desbenoît et de Bart Bruyère. Donc, t'imagines, René Richard c'était 210 000 euros de récupérer au lieu de rien. Voilà. Ok, merci. Euh, Et pour puis, info, pour info, actuellement, Lucia Esteban, qui est chargée de développement au niveau du comité régional d'Occitanie, a été embauchée avec une aide à l'emploi qui est le plan sport-emploi. Alors là, vous actuellement, à avez Buno, également oui. j'allais dire, à Buno, on est en train de lancer, on a mis une annonce pour trouver un autre instructeur salarié à plein temps en CDI. Et donc, j'ai fait une demande d'emploi aidé au département. Oui, C'est 3 fois 12 000 euros. oui. Je ne sais pas si ça va aboutir, mais c'est en cours. Et donc, c'est pour ça, ça m'intéressait de voir si au niveau de la région, on pouvait compléter avec un PRE, mais il faut que je faut que je me Alors, renseigne. Philippe, je pense que ce dont tu parles, c'est le service départemental jeunesse et sport, Oui, c'est ça. c'est pas le conseil départemental. Non, c'est le département, effectivement. Oui. C'est le département et je dois avoir quelqu'un à ce sujet, mais je vais essayer de doubler avec la région, si ça existe, le PRE en région parisienne. Ouais. comme disait Cécile, ce que tu as dû bénéficier, c'est cet ancien PSE, le plan sport-emploi. Donc, c'est l'État. Mm. Et comme tu parlais du département, c'est-à-dire le conseil départemental, là Mm. aussi, moi, quand j'étais en Haute-Loire, Bernard Perrier, qui est ici présent à la visio, on avait pu obtenir comment on appelle ça, un contrat d'objectif et de développement et il nous donnait 15 000 euros par an. C'est-à-dire que cette fois-ci, la région, elle, n'était pas favorable pour mettre de l'éman financière, mais le département, qui a sa clause de compétence générale, il a dit, moi, je juge que ce dossier est pertinent et moi, j'y vais. Et donc, ils ont ouvert un fonds spécifique. Et ils travaillaient comme ça avec d'autres associations. Alors souvent, ils préfèrent quand même travailler avec les comités départementaux parce que ça leur fait moins de dossiers à traiter. Et ensuite, c'est aux comités départementaux de gérer avec leur club. Voilà, donc on va revenir sur le Attends, mécénat. juste préciser, puisque là j'ai le courrier, c'est pas encore fait, mais c'est la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne. Oui, c'est ça.
C'est l'État. Ce sont les anciens services jeunesse et sport de l'Essonne. D'accord. Ok. C'est le SDJES. Exactement, voilà, c'est ça. Donc, Voilà, je sais donc pas si ça le va marcher, SD, mais je tente ma chance. Voilà. c'est ça. Le SDJES, c'est un service départemental de l'État. Alors là, vous voyez sur la diapo que ben voilà, un particulier peut faire un don. Bon, ben moi, j'avoue que euh, dans le club où je suis, il y a des gens qui se disent, bon, ben j'en ai assez et je vais pouvoir faire une petite défiscalisation. Allez, je donne mon petit billet de 500 euros. Et après, c'est le club qui a une politique d'aide aux jeunes ou des projets sociaux. Mais vous voyez que pour les entreprises, ben, il y a quand même des contraintes. C'est 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe, que ça leur permet d'avoir 60% de réduction d'impôts. Alors, je vais vous le faire simple, hein. Une entreprise qui donne 10 000 euros, elle va pouvoir défiscaliser de ses impôts 6 000 euros. Et sur les 4 000 euros restants, vous avez le droit à un contre-don qui peut être médiatique à la hauteur de 2 500 euros. Alors 2 500 euros, ça peut être, moi je sais pas, une centaine de tours de piste, un coup de treuillet avec un 4S et on se pose, hein. Vous voyez, ça peut être ça. Alors, on va passer à la suite. Améliorer la gestion financière interne. Donc là, on est plus quand même dans de la gestion où moi j'ai moins de compétences et vous en avez certainement beaucoup plus. Donc, libérer des ressources et sécuriser les budgets. Alors, il est clair qu'il faut un budget annuel qui soit clair, le suivi des charges fixes, variables, anticipation bien sûr des investissements. Il y a des années parfois qui sont difficiles, donc il faut avoir, je dirais, un fonds de réserve, un fonds de roulement. C'est pour ça qu'à la fin de la diapo, je vous ai marqué Auvergne Active. Alors, ça existe dans toutes les régions. C'est des fonds de réserve et de trésorerie prévisionnelle si vous achetez quelque chose, mais également si vous en avez besoin, qui sont basés sur la solidarité et qui est vraiment, comme son nom l'indique, un prêt à 0%. Vous pouvez vous appuyer sur la Fédé, bien sûr, de planeur, mais sachez qu'il y a des dispositifs où vous pouvez avoir des taux à 0% dans vos régions. Alors ensuite, il faut ben, rechercher des économies. Les économies, ben, on peut mutualiser le matériel. Moi, je suis dans un club sur Barcelone. À côté, il y a Saint-Crépin. On doit avoir 3 avions. Peut-être que ben, on pourrait trouver une astuce. La mécanique, ben, ça nous coûte, je pense, allez, 40 000 euros. Est-ce qu'on peut peut-être trouver un mécano et faire un groupement d'employeurs et mutualiser l'emploi? Voilà. Donc il y a plein d'idées qu'il faut voir comme ça. Ensuite, numérisation de la gestion et forfaitisation. Moi, quand je vois des secrétaires qui saisissent tous les soirs, tous les jours, avec des comptes d'apothicaire, bon, je sais que c'est comme ça, le voilà en planeur, mais j'ai aucune prétention d'être président, mais je peux que le jour où si je passe de l'autre côté, quand j'ai 60 ans et que je redonne au mouvement ce que le mouvement m'a donné en tant que bénévole et salarié, je vais forfaitiser, hein. Parce que de toute façon, plus les gens volent et à quelque part, plus on renforce la sécurité parce qu'il y a des décollages et atterrissages. Et il y a peut-être des solutions à percer. Alors, je vous dirai pas lesquelles, c'est pas l'objet de ce soir, mais réfléchissez-y. Alors, on va passer à la suite. Le point 7, qui est le développement humain et institutionnel. Donc, l'objectif, ça peut être de professionnaliser ou de renforcer la gouvernance. Beaucoup de présidents se donnent à fond. Et puis au bout de 3 ans, ils sont lessivés parce qu'ils n'ont pas pris du temps pour eux. Un peu comme moi, qui ai bossé toute ma vie comme mes parents, parce que j'ai eu ce modèle-là, 6 à 7 jours sur 7. Et ben si on se ressource pas, c'est pas bon parce qu'à un moment donné, ben on peut dire on va stopper. Alors je vais essayer de prendre des résolutions puisqu'on est en début d'année et j'ai envie de vous inviter aussi à prendre des résolutions de votre côté pour durer, parce que c'est ça qui est important. Donc vous avez, quand il y a des nouveaux présidents, des formations, et Cécile l'a évoqué, il y a des formations locales qui sont organisées. La Fédé en organise aussi pour vous accompagner, parce que ben, quand on est un président aguerri, et ben, peut-être qu'on connaît les dispositifs. Il faut penser à la relève aussi, parce que ben, il n'y a rien de plus pire
que bah, justement d'arriver en disant bon bah je lâche tout et le club se débrouillera. Voilà, donc préparer le terrain, j'ai envie de dire. Encouragement au bénévolat et à l'engagement féminin. Il est clair que eh ben, il faut peut-être trouver des dispositifs qui vont aller dans ce sens. Nous, je sais que on offre des vols à des bénévoles engagés qui n'ont pas forcément les moyens, mais qui sont venus. Et voilà, donc là, c'est particulier parce qu'il y a un aspect fiscal aussi, mais voilà, on a choisi de mettre en place ça pour certains seniors qui nous ont fait toute l'électricité du club parce qu'ils étaient des anciens électriciens. Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, évaluation Je et peux me permettre? vas-y, vas-y. Ouais. euh, En général, quand je parle de la valorisation et de l'encouragement du bénévolat, j'ai trois outils. Le premier outil, c'est les binômes, parce que rien de tel que de mener une action bénévole en le faisant à deux têtes ou à quatre mains, parce que souvent on se sent moins seul, on peut lâcher à certains moments. Euh, le deuxième outil, c'est de savoir pourquoi on est là et, et donc des fiches créer avec l'équipe des fiches d'engagement bénévole qui ne sont pas des fiches de poste, mais qui sont des, des contrats personnels euh, d'engagement. On a la possibilité de dire, moi, toutes les petites vacances, je veux être disponible parce que j'ai mes petits-enfants. On a la possibilité de dire, je veux apprendre de nouvelles missions et donc je veux être bénévole avec quelqu'un qui va m'enseigner quelque chose. Ou à l'inverse, je suis ancien électricien et expert sur cette matière-là et je suis en capacité d'être un des binômes un expert dans le binôme qui va refaire l'électricité du bureau. Voilà, il y a une espèce d'engagement personnel qui doit, à mon avis, être partagé, donc être fait par soi-même, ça c'est le deuxième outil, et puis ensuite être partagé avec l'ensemble de l'équipe pour que chacun sache pourquoi machin est pas là et pourquoi truc il s'est engagé mais il y connaît rien. Voilà, ça c'est des choses que je partage très souvent avec des bénévoles parce que ma plus grande terreur dans la vie associative, c'est le burn-out du bénévole. Et si je reviens sur le métaplan dont je vous ai évoqué, donc il y aurait deux questions. La première, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire vous dites aux gens, bah, pourquoi vous êtes là en 2026? Qu'est-ce que vous attendez du club? Les gens vont vous marquer un mot sur le post-it, voler, perfectionner, devenir instructeur, convivialité. Et tous ces mots, vous allez les mettre au tableau. Voilà. Et ça vous donne la carte d'identité de votre club. La deuxième question que vous allez poser, c'est, bon, ben, vous volez pour un tarif qui n'est pas 10 000 euros comme en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, ou, qui est basé sur le bénévolat, et qu'est-ce que vous êtes en capacité de, cette fois-ci, donner au club? Et le président ou le groupe de travail que vous êtes là avec les élus, vous avez préparé un inventaire de tâches. Genre, la personne qui viendra passer un week-end, non pas pour voler, mais pour balayer, faire les toilettes, sortir les machines ou simplement accueillir. Ça peut être participer à la mécanique de manière bénévole autour de quelqu'un qui a les compétences et qui va dire, tiens, tu penses comme ça, etc. Donc, vous voyez, on peut imaginer dans cette deuxième question, et cette fois-ci, la personne, il ne faut pas qu'elle s'engage outrageuse, enfin, déraisonnablement, mais je pense que quand même quelqu'un est capable de donner à son club 2 jours dans l'année où il vient non pas pour voler, mais pour faire quelque chose d'autre. Bien, on en a fini avec le point 7. Donc bien sûr qu'il y a les évaluations stratégiques de pilotage, etc. Donc les courbes hein, qui vont bien et qui donnent des bilans, mais ça vous le faites bien, j'imagine. Alors le point 8, c'est valoriser le club et son image. Ben, l'objectif, c'est d'attirer de nouveaux adhérents et des partenaires. C'est donc communiquer au niveau de la communication digitale,
sur Facebook, Instagram, YouTube. Voilà. Je sais que Philippe Letellier est un chef d'orchestre pour tout ce qui est vidéo et je l'en remercie pour ce qu'il a fait pour la Fédé, pour la formation. Donc j'imagine que dans vos clubs, vous avez des petits jeunes qui sauront manier tout cela, les Instagram et autres. Moi, j'y suis pas, par exemple. Ensuite, les contenus inspirants, ben, vidéos de vol, portraits de pilotes, focus, voilà. Ensuite, des labels de qualité, reconnaissance fédérale, euh, relations avec la presse locale. Moi, je sais pas, le petit jeune qui a eu son brevet, on dit souvent le jeune, comment on dit, le jeune qui a été le breveté dès ses 16 ans, vous voyez, enfin, le plus jeune breveté de France, voilà. Bon, il faut pas hésiter chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe. Les journalistes saisiront ou pas. La fédération est aussi en attente hein, de toute la matière vidéo que vous pouvez avoir, vidéo et photos que vous pouvez avoir pour de la réutilisation. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier les autorisations d'utilisation à l'image, là, droit à l'image. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à prendre contact avec Pauline ou le service communication pour à la fois avoir des informations concernant les formats de, de supports vidéo ou de photos parce que il y a quand même des éléments techniques qui sont importants pour qu'ils puissent ensuite être réutilisés. Voilà, pour ça, vous tournez-vous vers Pauline, elle sait ça très bien, bien mieux que moi. J'ai une petite question là-dessus. Nous, justement, on n'a pas de charte de droit à l'image. On veut en faire une. Est-ce qu'il en existe une type qui est à la Fédé qu'on peut utiliser? Oui, on en a une type. Je vous l'enverrai avec le mail. D'accord, c'est gentil. Merci beaucoup, Pauline. Voilà, on va passer au point 9 puisque je sais qu'on arrive bientôt vers l'heure, donc je vais un petit peu accélérer. Donc vous aurez des interventions qui sont dans le champ du développement durable et des responsabilités environnementales ou de la sécurité. Donc comme vous le savez, la sécurité et la culture de la sécurité, c'est l'affaire de tous. Elle a été impulsée notamment pour moi qui ai débuté par Francis Clar. Et donc il y a des réunions de sécurité, allez-y. Et ensuite, il faut aussi en faire en interne, c'est-à-dire toute cette connaissance qui a été, je dirais, dite à des instructeurs ou à des présidents, ben, il faut aussi que le pilote, ça revienne sur le terrain, je dirais. Il faut que ça transpire sur le terrain. Il ne faut pas s'en arrêter là, quitte à reprendre des mêmes supports et à faire des journées au sein de vos clubs. Sur la responsabilité environnementale, ben, vous voyez, il y a éco-conception et réduction de l'impact carbone. Moi, je prends l'exemple tiens, de Saint-Crépin. Avant, ils avaient 3000 mises en l'air au remorqueur. Maintenant, ils en ont plus qu'à peine 500 et ils ont 2500 treuillés en treuil. Donc, les riverains, bien sûr, ils sont très sensibles. Quand on peut, et ben qu'on n'est pas très haut en altitude, l'ULM, c'est 15, c'est combien? À peu près 15 litres heure et c'est pas les 40 litres heure d'un 180 chevaux. Donc il est clair que de plus en plus, l'empreinte carbone, eh ben, il faut avoir ce souci parce que les institutionnels vont y regarder de près. Ensuite, la gestion raisonnée des sites, la sensibilisation également environnementale. Il faut que les pilotes soient formés et sensibilisés, hein. Moi, je sais pas s'il y en a trois qui habitent à peu près dans le même sous-village, sous-lieu-dit, c'est dommage qu'ils viennent avec trois voitures. Il y a des applications pour ça. Euh, et de la même façon, moi, j'ai vu des pilotes lancer par terre des déchets. Bon, dans les nouvelles générations, on retrouve un peu moins ça quand même. Je veux pas faire un différent intergénérationnel, mais moi je me compare et je me mets dedans. Ça veut dire qu'il est clair que quand j'étais jeune, j'ai observé les gens et on dit souvent qu'un instructeur il doit être exemplaire. Et ben l'exemplarité, elle joue dans l'éducation. Compensation et engagement écologique, donc programme de plantation. Je crois que Saint-Rémy va faire des petites plantations un petit peu autour. Participation à des initiatives locales. C'est un, comme je l'ai dit tout à l'heure,
Un aérodrome, c'est de la biodiversité, donc on peut mettre des petites pancartes éventuellement, on peut faire un parcours, on peut faire preuve d'imagination. Alors, j'ai parlé de la sécurité, donc je n'irai pas plus loin. On va passer à la diapo 10. Donc, créer des projets structurants à forte valeur ajoutée. Ben, à vous de faire preuve d'imagination. Mais il est clair que quand vous faites votre plan pluriannuel d'objectifs et de développement avec votre plan de financement, vous pouvez mettre 10 grands projets, hein, toujours avec la technique du métaplan. Vous êtes là avec tous les gens du club, avec tout le bureau, et on se dit, allez, dans les 5 prochaines années, comment on veut que notre club soit? Ben, ça peut être un hangar écologique avec des cellules photovoltaïques parce que ben, vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de solaire. Et là, vous imaginez que ça laisse, c'est un projet sur 25 ans, hein, donc, si je prends l'exemple de Sisteron, ils ont fait des hangars et ils récoltent à peu près, je crois, 20 à 25 000 euros de finances parce qu'ils ont négocié avec ceux qui ont posé les cellules photovoltaïques qu'ils aient un petit 5% de rendement. Voilà. Euh, Ensuite, mise en place d'un pôle de formation jeunes pilotes. Si je vous parle d'un projet, là, tout à l'heure, je vous en ai parlé avec des chefs d'établissement, ben, il est clair que les élus, ils sont très sensibles parce que c'est un projet éducatif de territoire et ils voient leurs jeunes voler, donc ils participent financièrement. La presse en fait l'écho également. Euh, Voilà, bah, je vais passer à la diapo suivante. Je ne vais pas tout dire sur cette diapo. Le point 11, on arrive un peu à la fin, utiliser le financement participatif, donc le crowdfunding. Donc l'objectif, bah, au lieu de demander de l'argent à une banque ou à un investisseur unique, de nombreuses personnes peuvent y contribuer au sein du club, souvent par des petites sommes, ça peut être 1000 euros ou une autre somme. Donc, vous avez des plateformes telles que Hello Asso, voilà. Alors, les gens peuvent faire un don, ils peuvent faire un prêt au club, ils peuvent faire un prêt achat, ils peuvent faire un investissement, voilà. Un exemple de projet impact clair, aidez-nous à acheter un biplace école, admettons, on va dire un K13, et puis ben, les caisses du club, elles sont pas là, et ben, on va trouver la solution en interne. Euh, Donc, le résumé hein, du crowdfunding permet à une communauté donc, de soutenir directement des projets qu'elle juge utiles ou inspirants, tout en offrant aux porteurs du projet une alternative au financement traditionnel. Vous avez les circuits courts qui existent dans les communautés de communes. Enfin voilà, il faut aussi regarder plus large au-delà de son simple club. Bon, moi j'en ai terminé. Je vais laisser la parole à Cécile et à Pauline. À Bah, vous d'abord, tous. ouais, merci Jean-Philippe. Est-ce que vous, vous avez des demandes, des questions, des sollicitations à formuler? Bon, moi, je peux donner un exemple de Buno, du crowdfunding, puisqu'on veut acheter un nouveau biplace. On a fait une petite campagne pour récupérer des dons et des prêts. Et en 15 jours, on a récupéré 9 000 euros de dons par les membres uniquement et 20 000 euros en prêt. Donc, en 15 jours, ça fait 30 000 euros. Donc, effectivement, ça marche. Et c'est la première fois qu'on le fait, hein. Bravo. Quelqu'un d'autre a un retour d'expérience, une question, un besoin? Non. Oui, Bernard. Oui, dans le cadre des outils, je crois qu'il y a un outil qui est formidable, c'est le projet associatif pour fédérer un peu l'action de tous, où l'on peut mettre beaucoup de choses qui intéressent tout le monde et chacun en particulier, en fait. Oui, je pense que tout à l'heure, quand Jean-Philippe parlait du métaplan, c'est effectivement ça le sujet, hein. C'est Ouais. bon, choisissez les thématiques sur lesquelles vous voulez travailler. D'abord, posez les thématiques sur lesquelles vous êtes obligé de travailler en étant un club affilié à la Fédération française de vol en planeur. Parce que toutes les aides financières que la Fédération peut vous apporter ne vous est apportées que parce que vous êtes délégataire, comme la Fédération est aussi délégataire, hein. Donc, on a ce lien. Euh, incontournable entre nous.
qui est extrêmement important. Et c'est vrai que le projet associatif, il est déjà écrit, hein, le projet associatif de la fédération, et il se décline au sein de vos clubs. Après, à vous d'y mettre les priorités que vous souhaitez y mettre, effectivement. Et puis derrière, dans chaque rubrique d'activité choisie, utiliser la méthode du métaplan ou de la carte mentale, enfin peu importe, mais utiliser une méthode qui permet effectivement d'avoir une construction participative et collective des projets, même si ensuite la mise en œuvre des actions se fera par des groupes encore plus petits qui, elles, seront sollicitées, les compétences qui seront autour et qui permettront d'aller jusqu'à la réalisation des projets. Euh, c'est ce qu'on fait aussi en interne à la fédération. On a regroupé à la fin du mois d'août les ambassadeurs handiplaneurs, par exemple, et certains d'entre vous ici étaient présents. Euh, L'objectif, c'était de permettre à la fois à la fédération, mais à la fois aux clubs qui sont déjà acteurs sur ce sujet-là, de participer à un projet collectif qui est inscrit dans le contrat de développement, donc dans le projet associatif. Tu as raison, Bernard. Et là, de la même manière, la fédération peut vous accompagner pour écrire votre projet associatif. Rien de mieux qu'un projet associatif écrit et joliment présenté, qu'il soit en visio, en vidéo ou en papier, pour aller demander des subventions à des partenaires, effectivement. Ouais, c'est vrai. Ouais, d'accord. Plus de commentaires? Ok, donc normalement, le webinaire prochain, c'est mardi. Le sujet, c'est sécuriser la posture des élus en matière d'éthique, déontologie et réglementation, même si on ne pourra pas traiter effectivement tous les sujets de réglementation, mais on balayera un certain nombre de choses. Euh, le webinaire suivant, c'est le 15, jeudi 15 sur les assurances. Et pour le reste, je ne suis pas suffisamment au point. C'est Pauline qui maîtrise tout ça très bien. Je pense elle vous mettra tout ça par... Vas-y, Pauline. Ouais, vous recevrez par mail dans les jours qui arrivent le replay avec la présentation et puis je vous ferai un rappel des prochaines dates. Et notamment l'ANS qui va commencer le 20 janvier. Ouais. On rajoutera sur les diapositives que Jean-Philippe a présentées un maximum de liens vers des choses qui peuvent alimenter encore vos connaissances. Euh, Voilà, si vous avez des demandes particulières sur ces sujets-là, vous n'hésitez pas à revenir vers nous, Jean-Philippe, Pauline et moi. Et puis, on continuera de vous alimenter autant qu'on le peut. N'hésitez pas à nous solliciter, même pour des questions qui vous semblent des détails, mais qui n'en sont pas.